4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. Dans 4 mois, nous aurons remporté une incroyable victoire et nous entamerons les 4 plus belles années de l'histoire de notre pays. Donald Trump se voit déjà à la Maison-Blanche, une semaine après avoir réchappé d'une tentative d'assassinat. L'ancien président, pansement sur l'oreille, a tenu son premier discours cette nuit à la Convention républicaine. On vous raconte tout dans un instant. Au moins un mort et 2 blessés à Tel Aviv cette nuit après une explosion. La piste d'une attaque aérienne de drone est privilégiée. Témoignage dans ce journal. Yael Braun-Pivet toujours au perchoir. La députée des Yvelines réélue hier soir à la présidence de l'Assemblée nationale. Un hémicycle sans majorité et un scrutin très serré, vous allez l'entendre. 7h, le journal. Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il ne faut pas diaboliser les idées politiques de nos adversaires. Les mots de Donald Trump cette nuit sur la scène de la Convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin. L'ancien président, désormais officiellement candidat de son parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain, joue l'apaisement une semaine après la tentative d'assassinat dont il a réchappé. Pansement sur l'oreille, il s'est montré particulièrement ému, Anne Toulouse. Je n'aurais pas dû être ici ce soir, mais j'y suis par la grâce de Dieu. Ce sont des paroles que l'on n'aurait pas pensé entendre dans la bouche de Donald Trump un soir de convention républicaine. Dans un discours qui a commencé de manière émotionnelle, il a livré ce qu'il avait éprouvé pendant les quelques secondes où la balle l'a frôlé. Je ne le raconterai qu'une fois, a-t-il dit, car c'est trop pénible. Donald Trump a fait de nombreuses références à la providence divine. On sait que ce n'était pas le texte initial qu'il a déchiré pour le remplacer par une version marquée par sa gratitude d'être encore vivant. Il avait annoncé qu'il l'appellerait à l'unité, ce qui a été fait brièvement lorsqu'il a dit « Je ne veux pas être le président de la moitié des Américains, mais de tous ». Mais le naturel est vite revenu lorsqu'il s'est plaint d'avoir été persécuté par la justice et ses adversaires et s'est vanté de pouvoir arrêter les guerres par un simple coup de téléphone. Avant tout, Donald Trump reste un homme de spectacle. Cette convention hors du commun a été de bout en bout parfaitement chorégraphiée. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. En Israël, le choc à 4h ce matin, une explosion a déchiré la nuit. Bilan, au moins un mort et 2 blessés. Que sait-on à l'heure qu'il est? Europe 1 a pu joindre l'ancien député des Français de l'étranger, Meyer Habib, sur place il y a quelques minutes à peine. Il semblerait que un drone en tout cas est touché, explosé pas loin de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Un homme est mort, 7 sont blessés, pas trop graves. Les sirènes n'ont pas été, les dômes de fer n'ont pas été, semble-t-il, non plus activés. Il y a une enquête là-dessus. A priori, ça a été revendiqué par les Houthis qui avaient annoncé 2 heures avant qu'une attaque était en route. Symboliquement, le soir que ce soit dans la capitale économique d'Israël, ça peut inquiéter un peu plus. Le maire de Tel Aviv a décidé d'une réunion d'urgence pour comprendre pourquoi, comment. Il y aura évidemment des conclusions à en tirer, y compris au niveau de Tsahal, au niveau des défenses aériennes, sur la possibilité que des objets volants arrivent et touchent le pays. Mais c'est la guerre. Le témoignage de Meyer Habib au micro Europe 1 de Christophe Bordet. 7h03 sur Europe 1, les élections législatives n'ont finalement pas changé grand-chose à l'Assemblée nationale. Madame Yael Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Même joueuse joue encore Yael Braun-Pivet, réélue avec 220 voix contre 207 pour son adversaire, le communiste André Chassaigne. Un mouchoir de poche, Alexandre Chauveau, qui prouve à quel point il va être difficile de dégager des majorités dans cet hémicycle. Une victoire à 14 voix d'écart, obtenue au bout de 6 heures de scrutin, bien aidée par les désistements au premier tour de Philippe Juvin et de Naïma Moutchou, puis de Charles de Courson au second tour. Après quelques accolades, la députée des Yvelines regagne le perchoir et s'adresse à l'hémicycle. Cette Assemblée nationale, qui est peut-être plus représentative que jamais des Français, est aussi plus divisée que jamais. Nous devons être capables de rechercher des compromis, nous devons être capables de dialoguer, de nous écouter et d'avancer. La gauche à la défaite amère, André Chassaigne, le président du groupe communiste. Le vote des Françaises et des Français, c'est un vote qui a été volé aujourd'hui par une alliance contre nature.
Ça nous donne encore plus de force et nous continuerons dans ce sens, unis comme nous le sommes. La gauche, comme le RN, estime que la volonté de changement exprimée par les électeurs n'a pas été respectée. Tous deux pointent du doigt l'alliance entre la droite et le camp présidentiel qui pourrait se confirmer cet après-midi dans la répartition des postes clés de l'Assemblée. Et ce sera à 10h la répartition des postes clés. On cherche 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. À la une également ce matin, cette attaque qui a visé un policier hier soir dans le quartier des Champs-Élysées. À Paris, oui, il a été grièvement blessé au couteau, mais ses jours ne sont pas comptés. En revanche, son agresseur a été tué par un tir de riposte d'un autre agent de police. Le récit d'Antoine Bienvaux. Il est aux alentours de 19h15 dans le quartier des Champs-Élysées lorsqu'un agent de sécurité signale à une patrouille de police qu'un homme qu'il vient de refouler de son magasin de luxe est porteur d'un couteau. Les policiers tentent alors d'appréhender l'individu qui se rebelle, s'enfuit, puis se retourne vers les fonctionnaires et assène un coup de couteau à l'un d'eux. La victime est touchée au cervical, l'assaillant est lui abattu d'une balle dans l'abdomen. Présent sur place 1 heure après l'attaque, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, décrit le profil du suspect. C'est un individu qui a 27 ans et qui est, selon les documents d'identité qu'on a trouvés sur lui, qui est un étranger en situation régulière, qui, de ce que l'on sait, n'est absolument pas connu, des services de renseignement, j'entends. À ce stade, il n'y a pas de motivation terroriste. Pas de motivation terroriste donc et aucun lien non plus avec les Jeux Olympiques, assure Laurent Nunez. Le quartier est lui resté bouclé jusque tard dans la nuit sous le regard ébahi des très nombreux touristes des Champs-Élysées. Antoine Bienvaux, à Paris toujours, le conducteur qui a foncé sur la terrasse du Ramus, bar-restaurant de l'avenue du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement, aurait prémédité son acte. L'enquête a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat. L'homme, un Français de 20 ans, inconnu de la justice, souffrirait de schizophrénie. Il aurait entendu des voix qui l'aurait poussé à viser l'établissement, faisant un mort et 6 blessés mercredi soir. Et puis à Nice, émouvant rassemblement hier soir dans le quartier populaire des Moulins, au pied de l'immeuble où sont morts 7 membres d'une même famille. Oui, dont 3 enfants de 5, 7 et 10 ans et un adolescent de 17 ans tués dans l'incendie de leur appartement du 7e étage. 3 départs de feu ont été recensés et les images de vidéosurveillance semblent incriminer 3 jeunes, probablement des narcotrafiquants, au visage non dissimulé et donc activement recherchés par la police. 7h07 sur Europe 1, à tout juste une semaine des Jeux Olympiques, la menace de grève est toujours vive. Oui, la CGT Spectacle a déposé un préavis pour le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire vendredi prochain. Objectif, que les danseurs qui assureront le show soient mieux rémunérés. Et ce ne sont pas les seuls à jouer sur le spectre de la grève. SNCF, RATP, Aéroport de Paris, tous ont négocié des primes JO ces derniers mois. Barthélémy Philippe, dans un pays endetté jusqu'au cou, la question se pose forcément. Toutes ces primes concédées pour acheter la paix sociale des Jeux Olympiques vont-elles mettre un peu plus l'État dans le rouge ? Oui, avec plus de 3100 milliards d'euros de dette, la France vit à crédit. Mais pour l'État, les collectivités et les entreprises publiques, pas question de gâcher les Jeux, quitte à sortir le chéquier à chaque coup de pression syndicale. Chez Aéroport de Paris, 6000 salariés, la direction a lâché près de 2 millions d'euros pour écarter la menace d'une grève. À la RATP, le montant de la facture s'élève à 30 millions d'euros. De son côté, la SNCF a aussi versé plusieurs dizaines de millions d'euros de primes. Et puis, il y a la fonction publique, policiers, douaniers, soignants. L'INSEE estime le total des primes versées aux agents à 400 millions d'euros, comme l'explique Dorian Roucher, directeur de la Conjoncture. On a estimé environ 300 000 personnes, donc avec 1300 euros de montant moyen, ce qui donne du coup ce 400 millions qu'on affiche. 300 000 personnes, c'est plus que le nombre d'agents mobilisés, parce que les gens éligibles à la prime, c'est l'ensemble des gens qui doivent renoncer à des congés du fait des Jeux. Au total, la facture sociale des JO devrait largement dépasser la barre des 500 millions d'euros, mais l'exécutif mise sur les retombées économiques de l'événement pour compenser entre 2 et 3 milliards d'euros selon l'INSEE. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Des JO qui coûtent cher, mais qui commencent bien côté sportif. Les athlètes et leur staff arrivent petit à petit au village olympique qui a ouvert ses portes hier à Saint-Denis, Martin Lange. Oui, ils étaient environ 800 cette nuit à tester les fameux lits en carton installés dans les chambres. Laurent Michaud, le directeur du village. On sent déjà cette euphorie. C'est des parties de délégation qui arrivent, par exemple l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Brésil, au compte-gouttes et par petits groupes. On va monter à 1500, 2000 arrivées par jour. Au plus fort des Jeux, ils seront plus de 14 000 à dormir sur site, avec un accès à toutes les commodités. Ils ont donc une supérette. Il y a aussi une poste, une banque, une nurserie aussi. Évidemment, pour leur préparation, une salle de fitness. Tout a été pensé pour leur épargner leur énergie, pour qu'ils puissent la conserver pour leur compétition. Pour faire tourner tout ça, 4000 employés volontaires chaque jour. Côté français, les athlètes n'ont pas encore emménagé
aménagé, contrairement au chef adjoint de la délégation, André-Pierre Goubert. On a pris nos quartiers, comme on dit. On a des appartements qui sont spacieux, je trouve. On a un super rooftop sur un des bâtiments qui surplombe vraiment avec une vue à 360 de tout Paris. On a nos chambres avec nos lits en carton. Franchement, on a passé une très bonne nuit jusqu'à présent. Ce matin, ce sont les 2 équipes de water-polo qui doivent arriver et inaugurer la résidence de l'équipe de France. Un reportage signé Martin Lange. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Prochain journal à 7h30.